Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur du parcours utilisateur dans l'e-learning. Comprendre ce parcours est essentiel pour optimiser l'engagement des apprenants à chaque étape, de la découverte de la plateforme à l'interaction avec le contenu. Et comment les biais cognitifs, ces mécanismes inconscients qui influencent nos comportements, impactent-ils cet engagement ? Shirley Chantraine, consultante en stratégie et persuasion digitale, nous dit tout dans cet épisode et va vous faire découvrir des stratégies concrètes pour concevoir des plateformes e-learning à la fois captivantes et efficaces. Bonne écoute! Bonjour Shirley! Bonjour Anne-Marie! Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Et donc, je t'ai découvert par hasard sur LinkedIn et j'avoue que depuis, je suis totalement fan des carousels que tu postes tous les jours parce qu'il y a toujours plein de conseils, ils sont toujours très pertinents et c'est donc pour ça que j'ai voulu t'inviter dans le podcast. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de venir parler avec toi sous tes posts ou sous mes posts au quotidien. Enfin, ça fait toujours plaisir d'entendre qu'on aime ce qu'on fait, quoi. Alors, j'ai hâte que tu nous dévoiles tes conseils justement pour mieux engager les apprenants donc sur les plateformes e-learning. Et donc, pour commencer, peux-tu te présenter et nous expliquer ce que tu fais ? Alors, je suis consultante en stratégie digitale avec un focus un peu particulier puisque je m'intéresse à tout ce qui est technique de persuasion. J'aime bien marier à la fois les apports des neurosciences, de la psychologie et puis aussi de l'UX design parce que ça fait partie de mon parcours académique. Et donc, à côté de mon travail, je suis aussi professeur. Je suis professeur en marketing digital dans ce qu'on appelle en Belgique, vous n'avez pas l'équivalent en France, mais c'est les hautes écoles. Donc, c'est en bac plus 3, en bachelier et business, en fait. Et c'est pour ça que la transmission, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et au-delà de la transmission, c'est aussi de conscientiser ces jeunes apprenants à tous les aspects éthiques du marketing, parce que c'est quelque chose aujourd'hui que je trouve vraiment important. Alors, un autre truc, une petite spécialité qui va être aujourd'hui le cœur de notre sujet, c'est que j'adore parler des biais cognitifs parce que c'est un petit peu mon dada. Oui, donc justement, on va voir comment améliorer un parcours e-learning grâce aux biais cognitifs. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer donc simplement ce qu'est un parcours utilisateur dans une plateforme e-learning ? Bien sûr. Alors pour que ce soit simple, on va prendre la métaphore de l'école. Donc si on imagine que tu as un élève virtuel, puisqu'on parle du digital, il va devoir parcourir une série d'étapes dans sa formation en ligne et ça va aller par exemple de la porte d'entrée où il va découvrir la page d'accueil par exemple du site jusqu'à la sortie, le fameux moment où il va avoir son certificat ou son diplôme. Et entre-temps, bien sûr, il va y avoir toutes ces étapes de découverte du contenu, d'échange avec les formateurs ou les autres apprenants. Et je dirais que le gros challenge dans un parcours d'e-learning, c'est de ne perdre personne en cours de route, puisqu'on sait que dans les formations en ligne, on a un triste chiffre qui est que seulement 25% des apprenants vont jusqu'au bout de leur formation. Et là, en préparant ce podcast, j'ai même été faire une petite recherche en ligne et j'ai vu que pour les MOOC, on parlait seulement de 5 à 15% des apprenants qui vont jusqu'au bout. C'est juste un chiffre qui est vraiment dramatique. Ah oui, complètement. Et j'en parle très souvent sur mes posts LinkedIn. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en e-learning, si on n'accompagne pas les apprenants, il y a peu de chances qu'ils aillent au bout parce que sans action, sans animation, il n'y a pas d'action. Et les MOOC, c'est encore pire, je dirais, puisque il n'y a vraiment pas d'action vis-à-vis des apprenants. Donc tout s'explique quelque part. Donc maintenant, si on veut imager ce parcours, quelles seraient selon toi les étapes clés ?
Je dirais qu'il y a 5 grands moments dans un parcours d'apprenant. Alors, je vais laisser de côté tout l'aspect commercial, parce que c'est pas vraiment le focus ici, mais bien sûr, ça fait partie aussi du parcours de l'apprenant. Mais si on prend la partie formation proprement dite, on pourrait dire qu'il y a 5 grandes étapes. Et pour en revenir à la métaphore que j'ai utilisée au début de l'école, ces 5 grandes étapes, ça pourrait être, au début, c'est l'entrée et la découverte de l'école. En fait, si tu imagines que tu rentres dans un nouvel établissement, tu sais pas trop ce que tu vas y trouver, donc tu vas aller regarder d'abord l'ambiance, la déco, tu vas aller regarder comment sont les gens aussi à l'intérieur, qui va te sourire ou pas. C'est pareil dans l'e-learning, et dans l'e-learning, dans une plateforme LMS, donc Learning Machine System, on pourrait dire que c'est la page de connexion avec laquelle on va interagir en premier, puis on va tomber dans le tableau de bord de la web app, et ça va faire tout ce travail d'accueil. Alors il va falloir un petit peu intriguer et pousser l'apprenant à aller plus loin. Puis la deuxième étape, une fois qu'on a découvert l'école, c'est la découverte de la classe, des professeurs et forcément des camarades. Alors on va se demander qui c'est le professeur, qui sont les autres élèves. Et là, si on prend le parallèle dans le LMS, ça va être la découverte du contenu, de l'équipe pédagogique, de la communauté qui est au sein de la plateforme. Et puis l'apprenant il continue son chemin, et là il arrive dans les cours proprement dit. C'est la troisième phase. Là on est vraiment au cœur de la matière, c'est-à-dire que c'est le moment où on va découvrir le contenu des cours, on va découvrir forcément la matière qui est proposée à l'intérieur, les formateurs, on va enfin les entendre parler et nous expliquer tous ces cours. Et si on fait le parallèle de nouveau dans la plateforme, ça va être toutes les pages de cours, on va retrouver les vidéos, on va retrouver les textes, on va retrouver les templates, toutes les ressources qui sont à disposition. Et puis, de nouveau, l'apprenant, il continue son parcours. On est à l'étape 4, la grande phase 4. Et là, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. On en a parlé avec ces 25% seulement qui vont jusqu'au bout. Il peut y avoir une phase de démotivation. C'est ce qu'on connaît aussi à l'école, avec les élèves qui sèchent les cours. Et donc ce petit creux de motivation, on va devoir mener des actions au sein de la plateforme pour vraiment faire en sorte qu'on puisse relancer la motivation. Et il y a une série d'astuces là qu'on peut utiliser pour en effet faire en sorte que les élèves continuent d'apprendre. Et puis il y a la dernière phase, le 5e grand moment, et là c'est le moment qu'on déteste et aime à la fois, je dirais, puisque c'est le moment des évaluations et de la certification. C'est aussi important puisque on va vérifier si l'apprenant a bien acquis toutes les compétences et les savoirs qu'on a essayé de lui transmettre. Et dans la plateforme aussi, ça va être important de bien soigner ce moment parce que ça va être aussi une étape clé de ce parcours. On y reviendra plus tard. Mais je dirais qu'à travers ces 5 grands moments que je viens d'expliquer, le plus gros des challenges, c'est vraiment de parvenir à maintenir l'engagement de ces apprenants pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la formation et qu'ils obtiennent leur diplôme, leur certificat. Eh bien, écoute, moi j'adore la métaphore que tu as prise, cette métaphore de l'école et de la classe. C'est vrai que ça permet vraiment de comprendre simplement ces 5 étapes que tu as décrites. Et donc, comme tu le dis, il y a un vrai défi pour maintenir l'engagement donc à chaque étape. Et là, je pense que les biais cognitifs vont sûrement nous aider, n'est-ce pas ? Certainement. Et donc, avant que tu nous en dises plus justement sur la façon dont ces biais cognitifs vont nous aider, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un biais cognitif et comment ça se manifeste dans notre quotidien ? Parce que j'imagine qu'on est entouré de biais cognitifs. Alors oui, t'as complètement raison, on vit des biais cognitifs au quotidien et je sais que c'est un concept qui est très à la mode aujourd'hui, sur LinkedIn on en entend beaucoup parler et moi la première j'en parle, en effet. Et c'est un concept aussi qui est pas toujours simple à comprendre, il est souvent associé à la manipulation et pourtant c'est pas toujours de ça dont il s'agit, je dirais même que on peut s'en servir de manière très très différente et c'est ce dont on va discuter là aujourd'hui. Si je reprends un exemple dans la vie de tous les jours, parce que c'est toujours plus facile de comprendre les choses comme ça, si tu imagines que tu es dans la rue, tu te balades, et puis d'un coup, tu passes devant une boulangerie, et dehors, tu vois une longue file d'attente devant cette boulangerie. Alors là, forcément, tu vas te dire, waouh, il doit y avoir un truc super bon, ils doivent vendre des pâtisseries qui sont super bonnes, sinon il y aurait pas autant de gens qui attendent dehors.
Et en fait, t'as jamais goûté un seul des gâteaux, t'as même pas mangé une tartine de leur pain, rien du tout. Donc, tu vas juste à déduire que cette pâtisserie, cette boulangerie, elle est super bonne parce que t'as vu des gens attendre à l'extérieur, alors qu'au final, toi, tu le sais pas, puisque t'as jamais rien goûté. Et pourtant, on est dans quelque chose de l'ordre des préférences, donc normalement, tu dois goûter pour le savoir. Ben non, tu as été influencé par ce qu'on appelle un biais de preuve sociale. Tu as formé ton jugement à partir du jugement des autres, de la vie des autres. Ça, c'est un exemple. Je peux en prendre un autre. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et tu vas voir qu'on est vraiment humain. Quand on dit cette expression, on est humain après tout. Ben oui. Imaginons que tu veux acheter une nouvelle voiture. Et t'as déjà été voir un peu tous les catalogues et tout. Et tu t'es dit, oh bah tiens, moi j'ai une marque favorite, alors on va inventer, moi j'ai pas de marque favorite, mais on va dire, ouais, c'est Peugeot par exemple, ma marque favorite. Et d'un coup, tu te retrouves sur l'autoroute, tu conduis ta voiture, et inconsciemment, tu vas te mettre à regarder toutes les autres voitures, forcément, puisque tu veux voir un peu tout ce que les autres ont comme voiture. Et tu remarques que d'un coup, il y a beaucoup de Peugeot. Oh bah tiens, il y en a une là, elle est rouge. Oh bah tiens, une autre là, un autre modèle. Et au fur et à mesure que tu roules comme ça, tu dis, ben, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont une Peugeot. Et en réalité, ce jour-là, sur l'autoroute, il n'y a pas plus de Peugeot que d'habitude. C'est juste toi qui a été victime d'un billet de confirmation, en fait, et qui s'est mis à rechercher ces voitures, cette marque de voiture en particulier sur ton chemin, pour pouvoir valider un choix, pour pouvoir justifier finalement le choix que tu as fait de choisir cette marque-là. En fait, ce que ça nous dit, ces deux exemples, c'est qu'un biais cognitif, c'est en fait un raisonnement erroné, c'est une erreur de logique. On va utiliser des raccourcis mentaux parce que, en fait, si on n'utilisait pas des raccourcis mentaux au quotidien, notre cerveau il commencerait à fumer et on exploserait juste. La vérité, elle est là. Et donc, puisque notre cerveau il est un peu paresseux, il va faire des erreurs de logique. Mais ça se rapproche un petit peu des nudges, les biais cognitifs. Exactement, c'est un nudge, tu peux utiliser un biais cognitif pour rentrer dans une relation gagnant-gagnant en fait. Tu vas donner un petit coup de pouce à la personne, en certes peut-être lui faisant vivre un biais cognitif, mais tu vas veiller à ce qu'il y ait quelque chose de bien pour elle derrière. Oui, donc c'est un peu lié. Et justement, donc si on en revient à notre parcours apprenant, donc comment on va pouvoir s'appuyer sur ces biais cognitifs pour qu'ils favorisent l'engagement? Alors, des biais cognitifs, faut déjà savoir qu'il y en a tout plein. Je crois qu'il y en a plus de 250, donc c'est assez énorme. Oui, il y en a, c'est pas mal. Donc ça veut dire que, à mon avis, dans tout ce parcours apprenant, on va pouvoir trouver des biais cognitifs qui vont nous aider. Et si je devais dire comme ça, déjà dans les 5 grandes étapes, ce que je dirais, c'est que, par exemple, pour la première étape, l'entrée et la découverte de l'école, on va utiliser l'effet de halo. Pour la découverte de la classe, des professeurs, des camarades, on pourrait utiliser la preuve sociale. Puis quand on est dans la phase des cours proprement dites, là on pourrait utiliser l'effet Zeigarnik. Puis après cette petite phase de démotivation là du fait de sécher les cours, on va utiliser le biais d'engagement. Et dans tout ce qui est évaluation et certification, il y a une règle qui s'appelle le Peak and Rule qui pourrait nous être vachement utile. Ah oui, donc certains ont quand même des noms assez savants. Zeigarnik, je ne connaissais pas du tout, et le Peak and Rule non plus. Alors c'est des noms savants, mais c'est des choses qui sont très très simples au final. D'accord, justement, tu vas nous expliquer tout cela en détail, si tu veux bien. Donc, on commence par la première étape, si on fait dans l'ordre. Ouais, on va faire dans l'ordre. Donc la première étape, c'était la découverte de l'école, la découverte de la plateforme d'e-learning finalement. Et là, ce que je disais, c'est qu'on pouvait utiliser l'effet de halo. Et donc, quand on repart de cette métaphore de l'école, t'imagines que tu rentres dans une école qui est flambant neuve. Du coup, les couloirs vont être super, les murs décorés avec plein d'affiches pédagogiques. Tu vois aussi des profs tout souriants. Et tout de suite, tu te dis, waouh, elle est super cette école en fait. Tu vois, c'est le même mouvement, on a un petit raccourci comme ça, on voit les choses qui sont on voit des choses qui sont géniales et donc on se dit que l'école doit forcément être géniale. Et en fait, ce qu'on essaye de faire avec l'effet de halo, c'est qu'on va créer une première impression visuelle
et émotionnelle du coup, qui va être très très forte et qui va avoir un impact sur tout le reste. Donc, à partir du moment où tu as eu cette première impression qui était bonne, tu vas te dire, ton jugement va être formé en te disant que tout le reste, il est bon. C'est aussi simple que ça. Alors, si on prend une plateforme digitale proprement dit, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si tu as, par exemple, dans ta web app, une page dashboard, un tableau de bord, il va falloir faire attention à ce que ce dashboard soit extrêmement soigné. Il faut faire en sorte que la personne, elle ait directement une bonne impression de ce tableau de bord. Et c'est pas nécessairement des grandes choses qu'il faut faire. Quand je dis ça, bien sûr, il faut soigner son design et tout, mais on peut amener ça, par exemple, dans des plateformes qui sont préfaites. On va pouvoir amener des petites touches qui vont créer cet effet de halo, simplement en mettant un message de bienvenue qui est sympathique, qui donne tout de suite de la chaleur, une photo du formateur qui est souriant. Ça va être super important. Les visages, c'est vraiment crucial. On va aussi pouvoir utiliser un petit graphique sympa ou bêtement un tutoriel vidéo qui permet d'accueillir la personne. Tout ça, ça va permettre que l'apprenant il continue son chemin. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que plus tard dans le chemin, dans tout son parcours d'e-learning, s'il y a des petits défauts à gauche à droite, parce que l'apprenant a eu une très bonne première impression, il va continuer son chemin, il va être indulgent avec ses petits défauts, puisqu'il va tout examiner sous cet effet de halo, en fait. Ah écoute, je suis contente de t'entendre dire tout cela parce que c'est des conseils que j'ai essayé d'appliquer donc dans ma propre plateforme e-learning. Donc j'ai ma photo, je trouve que le design est soigné parce que comme tu le dis, donc on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est super important de donner justement cette première bonne impression à l'apprenant qui va se connecter. Oui, je crois que cette expression, elle a été inventée pour l'effet de halo. Oui, elle est parfaite. Donc ça, c'était pour la première étape. Donc maintenant, si on passe à la deuxième étape, donc tu nous as parlé de preuve sociale. Donc pour cette phase de découverte, donc dis-nous-en un petit peu plus. Alors oui, dans cette deuxième phase, ce que je disais, c'est qu'on découvre les professeurs, les élèves, la classe. Et là, ça va être important, on va pouvoir jouer sur la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi ? C'est ce que j'ai dit dans l'exemple précédent avec la boulangerie, où on va utiliser l'avis des autres pour former son propre avis. Donc ça va un peu agir comme un regard collectif. Et alors, dans cette phase où la personne découvre son environnement, les professeurs, les autres élèves, ce qui va être important, c'est que cet apprenant, il va se poser des questions. Est-ce que j'ai fait un bon investissement ? Est-ce que j'ai bien choisi ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Et là, ce qui peut être intéressant pour nous quand on gère une plateforme, pour toi aussi dans ta propre formation, c'est de montrer qu'il y a une communauté qui est déjà engagée au sein de la plateforme. Puisque quand l'apprenant découvre le formateur, les élèves et tout, il va voir qu'il y a déjà des interactions entre les professeurs, entre les élèves et les professeurs. Et forcément, ça va lui donner un signal positif. Donc ça, c'est pour la preuve sociale. Je pense qu'on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'effet de sympathie. Alors, l'effet de sympathie, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que quand on trouve quelqu'un qui est chaleureux, qui est proche de nous, on va être plus enclin à suivre les conseils de cette personne. Ça va être super simple à mettre en place, puisqu'il suffit d'être simplement sympathique. Mais ça va avoir un impact. Et comment est-ce qu'on peut aussi faire ça directement dans la plateforme sans même entrer en interaction ? De nouveau, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est en mettant une présentation du formateur, une photo de lui souriante, un petit texte bien écrit qui le présente, et tout de suite donner cette impression, ou même cette réalité, parce qu'au final c'est ça qu'on veut aussi, que le formateur est quelqu'un d'abordable, qu'on peut aller lui parler, qui va être bienveillant avec nous. Donc ça, c'était pour l'effet de sympathie. On peut encore imaginer le biais de similarité. Et le biais de similarité, c'est en fait le fait qu'en trouvant des points communs avec les autres, la plateforme, ce qu'il y a à l'intérieur de la plateforme, on va pouvoir se sentir plus facilement en confiance. Là aussi,
un truc qui est super simple à mettre en place, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle ce fameux trombinoscope. J'ai toujours trouvé ce terme très très marrant, mais d'avoir une petite présentation des autres élèves, hein, donc ça va au-delà du professeur. Donc on pourrait imaginer une sorte de petit catalogue, hein, comme un listing des élèves, où on va avoir une photo des élèves, leur nom, prénom, et une petite courte bio, ce qui va permettre aux participants, quand il arrive, directement d'aller consulter ce listing. Et inconsciemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher des points communs avec les autres participants, voir avec qui, quelque part, il pourrait s'entendre. Et ce mécanisme, cette utilisation finalement du biais de similarité va faire en sorte que, en trouvant des points communs, l'apprenant va se sentir plus en confiance. Donc on voit, hein, ici, c'est un exemple où on peut avoir un combo entre preuve sociale, effet de sympathie, biais de similarité. Tout ça va permettre de créer un environnement où l'apprenant se sent accueilli, compris avec ses pairs, et au final, ça lui donne simplement envie de rester. Oui, et ça va permettre justement de commencer à créer ce lien aussi entre la communauté des apprenants, pour qu'ils puissent ensuite se soutenir par la suite, hein, c'est ça? Oui, ça va être important de continuer, hein, parce qu'il faut aussi qu'après il valide, hein, cette impression. Il faut pas le décourager en lui ayant donné des grandes attentes. Non, il faut pas créer de la frustration après, clairement. Donc notre apprenant est arrivé sur la plateforme, il a commencé. Maintenant le défi, ça va être vraiment de le garder motivé jusqu'au bout du parcours de formation. Donc est-ce que là, il y a aussi un biais cognitif qui va pouvoir nous aider à le motiver, à le pousser à aller au bout? Alors oui, clairement, hein, je dis, il y a des biais cognitifs pour toutes les situations. Mais concrètement, si tu prends de nouveau les plateformes LMS, tu vois, tu as ces petites barres de progression, déjà bêtement, qui vont avoir un impact, puisque tu peux voir où tu en es justement dans ta formation. Et c'est aussi le microcopie, le texte qu'on va utiliser au niveau de ces barres de progression et un peu dans toute la plateforme. Si par exemple tu arrives dans ta page de cours et tu vois qu'on te dit tu as déjà complété 30% du module, forcément ça titille ta curiosité. Tu vas dire ah ouais, j'ai fait 30%, moi je suis en bon chemin, ça fait peut-être qu'une seule journée que t'es là, et donc ça te motive à continuer en fait. Et puis ce qui est important, et je pense que tu avais fait un podcast là-dessus sur la gamification de l'apprentissage, ça c'est un truc qui est vraiment crucial aujourd'hui. Donc on peut imaginer donner des badges aux personnes dès qu'elles ont accompli un certain palier. Tout ça, ça va vraiment motiver la personne. Et puis il y a des trucs qui sont plus simples, qui sont plutôt de l'ordre du formateur, dans la manière dont il conçoit sa formation. Ça va être de découper la formation en petits chapitres, en séquences qui sont plus courtes en fait. Donc par exemple, à la place de ces grandes masterclass de 2 heures qu'on voit parfois, il vaut parfois mieux découper sa formation en petits modules. Tu fais 6 modules de 20 minutes, voire même tu vas dans plutôt du micro-learning, tu fais 24 modules de 5 minutes. Ça marche aussi, ça favorise en fait cette progression plus facile. Oui, parce que c'est plus digeste, hein. Lorsqu'on voit le timing des modules, on va se dire bon allez, j'ai un module de 5 minutes, je vais le faire. Alors que si tu as un gros module de 2 heures, tu te dis allez, il faut que je me dégage du temps pour pouvoir le suivre. C'est plus facile quelque part de suivre des micro-learning. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'au final, quand tu vois que tu as plus de petits modules, c'est que là où tu te serais dit oh là là, je dois donner 2 heures, je dois trouver 2 heures, finalement, quand tu as les petits modules, ça t'arrive de passer les 2 heures. Tu t'en rends même pas compte, en fait, parce que tu es pris dans un mouvement. Je pense qu'un exemple qu'on vit au quotidien, c'est quand on lit un livre, par exemple. Moi, j'aime pas trop lire, ce qui est assez bizarre. Pourtant, je lis beaucoup. Mais la vérité, c'est que si je vois des bouquins de 400 pages avec des chapitres qui font chacun 100 pages, je vais être découragée avant de commencer. Par contre, si tu as un bouquin et que dedans, tu as des chapitres qui font 10 pages, je vais me mettre à lire. Je suis terrible, hein, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Je vais d'abord voir combien de pages il y a dans le chapitre. Et puis, si par exemple, il y a que 10 pages, je vais me mettre à lire le premier. Puis je vais me dire, tiens, ça va, j'ai pas passé trop de temps. Hop, je passe au deuxième. C'est la même chose dans une plateforme de formation, hein. Si on a des modules qui sont plus courts, on va avancer sans même s'en rendre compte. Ça va nous encourager à aller finalement jusqu'au bout.
Et puis aussi, il faut savoir qu'on peut se baser sur un effet, dont j'ai dit qu'il y a un nom que tu m'as dit bien étrange, l'effet Zeigarnik. On peut se baser là-dessus puisque on part du principe que on veut toujours finaliser une tâche qui n'est pas achevée. Quand on l'aperçoit comme pas achevée, on va vouloir en fait la finaliser. Donc ça peut également nous aider dans une plateforme pour aider les élèves en fait à garder le cap jusqu'au bout. Ben moi, je voudrais rebondir aussi sur ce que tu as dit sur les chapitres des livres. Ça me fait penser aussi aux séries Netflix. Oui. Quand tu as des épisodes qui sont assez courts, quand tu as des épisodes de 45 minutes à peu près, et ben tu enchaînes quand même très très vite les épisodes et tu arrives quand même très vite à la fin de la série. En plus, quand tu lances ton épisode, tu as la barre qui te dit combien de minutes dure l'épisode. Et là, ça fait exactement comme tu as dit. Tu te dis, bon, bah allez, je vais le regarder, j'ai le temps. Alors que si tu as un film qui fait 2 heures, tu te dis, bon, allez, il va me falloir 2 soirées pour le regarder. C'est ça, C'est très très vrai, et c'est comme ça que tu te retrouves à passer la nuit à regarder des séries, en fait. Oui, exactement. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je pense que même malgré tout, même en ajoutant ces biais, on va avoir des apprenants qui ne vont pas aller au bout, ils vont quand même décrocher. Donc là, est-ce que tu as une astuce pour aller les rechercher et les faire revenir dans la plateforme et pour qu'ils continuent leur parcours? Alors oui, c'est une partie qui est très compliquée, on va pas se mentir, de pouvoir récupérer des gens qui quittent notre plateforme et les faire revenir. Alors bien sûr, il va y avoir le rôle de toutes les notifications qu'on va pouvoir envoyer, je vais y revenir, mais si je devais dire là un biais cognitif qui va être particulièrement utile, ça va être ce qu'on appelle le biais d'engagement. Et ce biais d'engagement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que quand on a investi du temps dans quelque chose ou qu'on a fait un effort pour obtenir quelque chose, on va naturellement vouloir rester cohérent avec le choix qu'on a posé précédemment, en fait. On va pouvoir s'en servir, pardon. Donc, ici, par exemple, de nouveau, on peut utiliser des petites phrases qu'on peut venir présenter à la personne dans l'interface en lui disant, par exemple, tu as déjà terminé 2 chapitres, ne lâche pas maintenant. Ou en lui disant, il ne te reste plus qu'un chapitre, ne lâche pas maintenant, de la même manière. Et donc, ces relances qu'on va faire par mail ou par des notifications, elles vont être cruciales pour justement essayer de ramener les gens vers la plateforme. Là, bien sûr, faut pas le faire manuellement, il va y avoir toute cette automatisation qui va pouvoir venir nous aider. Après, un autre biais qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle l'effet Ikea. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En tout cas, je suis sûre que tu as déjà entendu parler du magasin de meubles qui va derrière. Et si je te demande, Anne-Marie, qu'est-ce qu'on fait après avoir été acheter un meuble chez Ikea ? C'est quoi ? Eh bien, on essaye de monter son meuble en suivant la notice. C'est ça, exactement. Et donc, on va pouvoir se servir du même effet. En fait, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai fini de monter un meuble Ikea, j'éprouve un certain sentiment de fierté. C'est la même chose pour des apprenants, en fait. On va pouvoir créer ce sentiment de fierté en les amenant à créer quelque chose par eux-mêmes. Et du coup, là, c'est peut-être un peu plus pédagogique, mais on va pouvoir l'incarner dans la plateforme, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux apprenants d'avoir un projet fil rouge, en quelque sorte, de devoir construire quelque chose à travers chacun des exercices qu'on va leur proposer. Donc, il faut arriver à créer une continuité dans toute sa formation. Et au final, la motivation, elle va augmenter toute seule, puisque je vois une première leçon, on me donne un exercice, je commence à construire les bases de quelque chose. C'est encore mieux forcément si c'est quelque chose qui est personnel pour l'étudiant qu'elle a en face. Et donc, il va construire petit à petit son projet, ça va l'amener à continuer à aller chercher les autres leçons, et finalement, on obtient une implication qui est plus grande grâce à ce fameux effet Ikea. Oui, et puis surtout, là, je pense que l'apprenant peut se sentir bien fier parce que, comme je te disais, les meubles Ikea sont quand même un peu compliqués à monter. C'est aussi un peu comme les Lego, tu vois, quand tu montes des Lego et que tu as le mode d'emploi à suivre, ça demande de la patience et on est d'autant plus fier. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est un peu comme on disait pour le livre, tu peux y passer du temps, mais ce qui t'importe, c'est d'y arriver parce que tu veux avoir cette fierté de toi-même, d'être parvenu à le faire jusqu'au bout, quoi. Voilà, exactement. Et donc ensuite, on a la dernière étape où là, on va arriver donc aux évaluations et
la certification. Et la certification peut être quelque chose d'important pour de nombreux apprenants. Et moi, la première, moi, j'aime bien obtenir mon badge ou mon diplôme lorsque je termine une formation. Et là, est-ce que tu aurais un dernier biais à nous conseiller pour cette étape ? Alors, j'en ai même plusieurs encore pour cette étape. Tu vois, cette dernière phase d'évaluation, de certification, on l'appelle comme on veut, on pourrait très vite se dire, quand on conçoit la plateforme ou la formation, on pourrait vite se dire, bon, les gens, ils ont fini, ok, on va aller un peu plus vite sur cette phase-là. Je pense pas. Je pense que c'est un moment qui est important. C'est un moment qui est d'autant plus important si tu as une plateforme de formation et que tu as plusieurs formations dessus, puisque ton but, c'est de faire en sorte que l'apprenant, il revienne, il ressouscrive à un module et il continue son parcours. Mais au-delà de ça, si on veut laisser un souvenir mémorable à l'apprenant, va falloir aussi redoubler d'attention à cet endroit-là, parce que on peut vite se dire, oh, les évaluations, moi j'aime pas trop ça, je la fais pas. Donc on va redoubler d'attention pour justement maintenir cet engagement dans la plateforme. Et en effet, on peut utiliser des biais cognitifs à cet endroit-là. Je dirais que le premier, on en a déjà parlé, ça va être le biais d'engagement, le fait qu'on veut être cohérent avec ses propres décisions. Et donc si on a placé tous ces efforts, ces heures de formation, parfois des mois, parfois même une année, parfois plusieurs années, on n'a pas envie d'avoir la carotte à la fin, qui est le diplôme, la certification. Donc ça, c'est le premier biais qu'on peut utiliser. De nouveau, ça peut s'incarner dans la plateforme par des petites phrases, genre on pourrait dire à la personne, tu as déjà complété 80% du parcours, plus que 15% pour obtenir ta certification. Donc on donne cette sensation que il reste plus grand chose à faire. En fait, ce genre de message, il va jouer sur ce qu'on appelle l'effet cumulatif. On se dit qu'on a déjà fait le plus gros, alors pourquoi s'arrêter si près du but ? On veut être cohérent avec soi-même. Oui, et puis ça joue sur notre esprit de compétition quelque part. Là, on se dit, bon allez, je suis presque arrivé au bout, il m'en reste plus beaucoup, donc allez hop. Aussi, je dirais que là, on peut encore jouer sur autre chose, parce que je prenais plus la partie personnelle vis-à-vis de soi-même, mais en effet, on pourrait dire que... X% de ses camarades ont déjà passé leur validation, ils n'attendent plus que toi pour les rejoindre. Voilà, exactement. Tout à fait. L'effet de groupe en plus, là. Oui, exactement. Et est-ce que tu as un autre biais ? Oui, on peut encore imaginer le biais de rareté. Alors là, on va être plus sensible au fait que on va rejoindre un groupe. On pourrait jouer une forme d'exclusivité. En fait, le biais de rareté, c'est quand les choses deviennent plus rares, ça porte ce nom, plus limité. Et donc, dans le même exemple, pour une petite phrase qu'on pourrait utiliser, ça pourrait être « Rejoignez les 5% d'apprenants qui ont déjà obtenu leur certification avec succès cette semaine ». Donc là, tu vas rejoindre un petit groupe exclusif dont tu vas faire partie et ça va te valoriser. On peut aussi imaginer dans ce même biais de rareté de dire « Finalisez votre évaluation avant vendredi pour accéder à un badge spécial ». Donc là, on va jouer sur quelque chose qui est plus atypique, d'exceptionnel, où la personne va avoir envie d'avoir ce badge spécial et elle ne peut l'obtenir que si elle le fait avant vendredi. Donc on va mettre la personne dans une forme d'urgence, cette urgence qui va le motiver encore plus, le pousser à avancer. Et tout à l'heure, tu nous avais parlé de preuve sociale au tout début. Donc, est-ce que ce biais cognitif de la preuve sociale ne pourrait pas aussi jouer un rôle dans cette étape ? Oui, en fait, oui. On pourrait le prendre, mais on va le prendre un petit peu différemment. Parce que là, j'ai parlé de biais qu'on utilisait pour pousser la personne à faire sa certification, à passer son test, en fait. Et on sait que c'est les moments un peu désagréables pour nous tous. Mais de l'autre côté, on pourrait se servir de la preuve sociale, non pas pour mettre la personne dans une forme d'urgence, mais plutôt pour le rassurer, en fait, pour l'amener à aller plus loin, mais en le rassurant. Donc, par exemple, on pourrait mettre en avant des témoignages d'autres apprenants qui diraient Jonathan a obtenu sa certification et a décroché son job de rêve grâce à cette formation. Donc on va montrer ce qu'on fait d'autres pour se dire « Ah tiens, si lui il y est, moi aussi j'ai envie d'y être ». Ou alors on peut utiliser des chiffres, parce qu'on sait que les chiffres, le cerveau il adore ça, en disant 80% des participants ont obtenu leur certificat en moins de 3 mois.
Donc ça va te donner aussi envie d'aller d'avoir cette certification. Oui, là, c'est plus utiliser la preuve sociale pour donner quelque part confiance à l'apprenant. Oui, c'est ça, C'est dans ce exactement. sens-là, Et c'est important aussi, hein. Et si je me souviens bien, donc là au début de l'épisode, donc il y avait un biais cognitif qui avait un nom que je n'avais jamais entendu, qui était donc le pick and rule. Alors je ne sais pas si je dis bien en anglais parce que mon anglais est très mauvais. C'est exactement ça. Ton anglais va bien. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là je suis curieuse de savoir ce que c'est. Alors c'est une règle en fait qu'on utilise beaucoup en UX design quand on crée une expérience, et justement ici on va pouvoir l'appliquer à cette expérience de l'apprenant. C'est une règle qui dit que les personnes en fait elles retiennent plus facilement les pics émotionnels, donc des moments très importants dans l'expérience, et elles vont aussi retenir leur toute dernière impression de l'expérience. Donc ici, on sait qu'on est dans cette phase d'évaluation, la personne va passer son test, puis elle va obtenir ses résultats, et on a dit que l'idée c'était de lui laisser une très très belle impression de cette formation. Du coup, ça veut dire qu'il faut soigner cette dernière étape. Et comment on va pouvoir soigner cette dernière étape très concrètement? Si on a une plateforme, il y a des choses automatiques que va pouvoir faire la plateforme et qui vont permettre justement de donner une bonne dernière impression. Je pense par exemple au fait de proposer simplement un beau certificat personnalisé qui finalement est généré automatiquement par la plateforme. On donne ce certificat, on explique aux personnes qu'elles peuvent aller, par exemple, le partager sur LinkedIn. C'est aussi bon pour l'organisme de formation qu'elle a derrière, puisque ça va faire un peu de promo. Et puis, on va jouer sur le fait que la personne, elle est fière d'elle, donc elle va vouloir aller partager à l'extérieur. Ce qu'on peut faire aussi, qui est aussi assez simple finalement à mettre en place, c'est d'ajouter un petit récap visuel à la fin. Donc, on soigne bien son design et on va expliquer aux gens tout ce qu'ils ont appris pendant la formation et finalement ce qu'ils ont acquis et qu'ils vont pouvoir utiliser demain. Et un autre truc vraiment plus basique, mais qui fait aussi très très fort son effet, c'est un simple message de félicitations qui est chaleureux et motivant. On peut faire une vidéo, c'est pas nécessairement du texte, mais ça va être important. Je veux dire, on est tous pareils. Moi, je reçois un petit message qui me dit bravo, t'as fait un parcours formidable, tu peux être fier de toi. Forcément que ça me laisse sur une bonne touche positive de fin, quoi. Je suis contente de t'entendre dire ça parce que je dis très souvent que l'après-formation est oubliée et qu'on oublie très souvent de féliciter et de valoriser l'apprenant. Et là, c'est exactement ce que tu nous dis, sachant que justement, cette dernière impression, elle est super importante parce que c'est ce qui va permettre de transformer notre apprenant en ambassadeur et pour ensuite aller chercher d'autres apprenants. Oui, c'est exactement ça. Si forcément tu as une belle expérience, tu es enclin à en parler, tu as envie d'en parler, puisque l'idée c'est que si tu es fier de toi, en général tu as envie d'aller vers l'extérieur avec ça. Et donc tu as raison de dire qu'il faut bien soigner l'après-expérience aussi, parce que c'est crucial. Et finalement, en termes de marketing, j'ai envie de dire c'est le marketing qui coûte encore le moins cher. Puisqu'on a soigné son apprenant, il va aller faire du bouche à oreille, et toi, tu as des clients de manière, entre guillemets, gratuite. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle cette étape aussi d'offboarding. Oui, exactement. La formation. Voilà. Eh bien, Shirley, merci beaucoup pour tous ces conseils et ces bonnes pratiques que tu nous as données. Là, on a vraiment de quoi faire et de quoi appliquer. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Et donc, si tu devais nous résumer tout ce que tu viens de nous dire, si tu devais nous donner 3 points clés, 3 bonnes pratiques pour nos auditeurs, donc en synthèse, quels seraient ces points clés? Alors, ce que je dirais, c'est que quand on crée un parcours d'e-learning, au final, c'est vraiment créer une expérience avec une série de moments marquants, en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est de créer ces moments qui vont être retenus, en fait, par l'apprenant. Bien sûr, il faut soigner tout le long du parcours, attention, ne me comprenez pas mal là. Mais l'idée, c'est que il faut créer, à travers ce parcours, une expérience où chaque clic, chaque progrès que l'apprenant va faire, chaque petit succès va venir construire une histoire qui est positive et valorisante. On vient d'en discuter, c'est super important que l'apprenant se sente valorisé, parce que avant tout, c'est une aventure humaine qu'il fait quand il fait une formation. Et si je devais donner 3 points clés, ce que je dirais pour cette expérience, la première chose, c'est vraiment de soigner l'accueil.
faut que ce tableau de bord là, cette première page sur laquelle l'apprenant tombe, ça doit lui donner envie de s'investir. En fait, finalement, on va utiliser cet effet de halo pour colorer positivement l'entièreté de l'expérience. Deuxième chose, c'est le fait de maintenir la motivation. On l'a dit, c'est un enjeu qui est vraiment crucial dans les plateformes de formation. Et là, on se souvient de ce fameux effet Ikea qui va permettre de rendre fier l'apprenant grâce à la création qu'il va faire. Et puis, on peut utiliser l'effet Zeigarnik, qui va permettre de donner toujours envie de finir ce qu'on a entrepris. Et puis, le troisième point, c'est de clôturer en beauté. C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce que je viens d'expliquer là à l'instant avec le pick and roll. Et là, le but, c'est de créer vraiment un momentum émotionnel qui va faire que l'apprenant va se souvenir positivement de nous. Et puis finalement, quand je pense à tout ça, les biais cognitifs, ils nous servent à quoi ? Ils nous servent simplement à faire en sorte que le formateur et l'élève finissent avec le sourire, parce que finalement, dans la vie, c'est toujours ça qu'on veut, c'est d'avoir une expérience qui est positive. On veut faire en sorte, certes, qu'il apprenne, que l'apprenant apprenne, mais on veut aussi lui donner l'envie de revenir et surtout de continuer à progresser pour lui. Quel beau mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Shirley, pour cet épisode vraiment passionnant et très, très riche, avec tous les biais cognitifs que tu nous as partagés. C'était vraiment très, très intéressant. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses, donc je suis vraiment ravie. Pour moi, c'était super. C'était vraiment chouette de pouvoir partager ça. Je le dis et je le répète, je pense que ton podcast, c'est un lieu précieux pour toutes les personnes qui sont dans la formation. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer quand tu fais un épisode. Merci, Shirley. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton profil LinkedIn et j'invite nos auditeurs vraiment à te suivre parce que tous les jours de la semaine, tu publies un carrousel. C'est vraiment une mini masterclass à chaque fois. Enfin, moi, j'apprends toujours des choses. Donc, voilà, je les invite à te suivre. J'indiquerai également le lien de ton site et le lien de ta newsletter si nos auditeurs souhaitent s'y abonner. Merci Anne-Marie. On se retrouve bientôt sur LinkedIn. On se retrouve bientôt sur LinkedIn. Merci Shirley. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.